Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité comme chaque soir. 18h30, le rendez-vous d'information, le premier de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Lancée le 15 novembre dernier, l'opération Re'aya 2017-2018 se poursuit à travers les 7 régions les plus touchées par la vague de froid. Une unité médicale mobile s'est arrêtée dans la province d'Azelal, dans la localité Eit Blel, pour porter assistance aux populations de la région. Le programme national des routes rurales au Maroc 2016-2022 est en marche à Eit Oumdis dans la province d'Azelal. La construction d'une route reliant la commune aux autres localités de la région est en phase d'être terminée, un tronçon de 41 km. La place fascine et charme les visiteurs proclamée par l'UNESCO patrimoine oral et immatériel de l'humanité en 2001. Et pour commémorer l'événement, le conseil communal de Marrakech et Berri du Maghrib ont procédé à la cérémonie d'émission d'un timbre-poste commémoratif de l'événement. L'opération cible 28 provinces relevant des 7 régions les plus touchées par la vague de froid. Lancée le 15 novembre dernier, Re'aya 2017-2018 a pour objectif de renforcer la couverture sanitaire des zones sinistrées par les intempéries et les zones rurales enclavées. Une unité médicale mobile s'est arrêtée dans la localité Eit Blel, dans la province d'Azelal, où les températures en hiver sont glaciales. Mohamed Deiteshkar. Depuis leur douar au perché, de nombreux villageois convergent vers Tabatsift, chef-lieu de la localité d'Eit Blel, à quelques 140 km d'Azelal. L'école primaire communautaire abrite désormais pour quelques jours des salles de consultation médicale et une pharmacie. Nous sommes venus pour bénéficier de médicaments contre la grippe. Il fait très froid ici et tous les écoliers en souffrent à tel point qu'ils s'absentent de l'école. Toutes les femmes souffrent également de maladies liées au froid glacial. Les enfants bénéficient en priorité de ces consultations médicales, doublées d'une campagne de vaccination des moins de 6 ans contre les maladies infantiles. Plusieurs programmes de santé sont opérationnalisés ici à l'occasion de cette caravane médicale, notamment ceux de la santé scolaire, en plus de la remise de médicaments contre la grippe. Nous avons diagnostiqué comme maladie l'angine, les bronchites et des maladies de sous-alimentation ou encore la diarrhée. Cette caravane médicale est organisée dans le cadre du programme Re'aya du ministère de la Santé au profit des populations des zones de montagne enclavées et où existe une carence en termes d'offres de soins. Le programme national des routes rurales au Maroc défini pour la période 2016-2022, c'est 33 000 km de route pour un budget de 36 milliards de dirhams. Un dispositif qui porte sur la réhabilitation et le désenclavement. Un programme qui tend à améliorer les conditions de vie des populations. C'est le cas dans la commune Eit Oumdis, dans la province d'Azelal, où la construction d'une route de 41 km est en phase d'être terminée pour relier la commune aux autres localités de la région. Ahmed Alaoui et Zakaria Mokhimbillah. Dans cette région montagneuse, les engins sont à pied d'œuvre pour réaliser un tronçon routier. Objectif, doter la commune d'Eit Oumdis d'infrastructures et relier ses différentes localités. Ce projet inclut la construction d'un pont sur Oued Tessaout, des réalisations qui contribuent à désenclaver ces zones rurales. Avant la construction de ce pont, nous avions beaucoup de difficultés à nous déplacer, surtout en hiver. C'était difficile de transporter les malades ou de scolariser les enfants. Quand il pleut, il y a des crues et les routes sont coupées. On ne peut pas aller au souk et on n'arrive pas à se déplacer durant des mois. Ces projets initiés ces dernières années ont contribué à résoudre les problèmes de déplacement des habitants, particulièrement en hiver quand il y a des crues. Ces chantiers sont réalisés selon des normes internationales et les standards de qualité. Des projets avec des impacts socio-économiques certains sur la population.
Dans le cadre du programme national des routes rurales, la direction provinciale du ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique d'Azilal a procédé à la réalisation de la route reliant la commune Sidi Yacoub à celle d'Eytoum 10 sur une longueur de 41 km pour un coût de 27 millions de dirhams. Le programme national des routes rurales est un programme ambitieux qui vise le renforcement des infrastructures dans le milieu rural. Pour la troisième phase de ce programme, 33 000 km de routes vont être construites, dont 23 000 km pour le désenclavement des populations et 10 000 km pour la réhabilitation des routes. Vie parlementaire à présent, avant-hier, lors de la séance mensuelle des questions relatives à la politique générale du gouvernement à la Chambre des représentants, il a été question du triste incident qui avait engendré la mort de 2 frères à Jrada, morts dans une mine désaffectée de charbon. C'était vendredi dernier. Les 2 frères ont perdu la vie suite à l'effondrement de la mine sauvage au moment où ils tentaient d'en extraire du charbon. Pour prévenir ce genre d'incident, de nouvelles mesures ont été prises. Le département de tutelle rappelle que tout un plan de développement de la province de Jrada vise à donner un véritable élan au développement socio-économique de cette province et d'y stimuler l'emploi et d'y drainer des investissements privés. Écoutons à ce sujet le ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement rural. Premièrement, je crois que la province de Jrada est dotée de potentialités minières significatives. Malheureusement, tout ce qui concerne l'exploitation de mines de charbon est dépassé. Depuis quelque temps déjà, vous savez que la plus grande mine de charbon a été fermée pour non-rentabilité économique et la société exploitatrice du gisement a été liquidée. Il ne reste que ce qu'on appelle des résidus de minerais que certains de nos jeunes, en raison de leurs conditions sociales, tentent d'exploiter à l'instar de ce qui se passe dans d'autres régions du territoire national, avec pour conséquence ce qui s'est malheureusement passé à Jrada, ce qui était arrivé dans le passé à Chichawa, que Dieu ait les défunts en sa sainte miséricorde. Selon les diverses données, nous travaillons à compléter la carte géologique. Nous avons aujourd'hui 58 licences d'exploitation minière. C'est une chose importante. 8 sociétés disposent de licences d'exploitation, 4 dans le secteur du charbon, 4 autres dans celui du plomb, que ce soit à Jrada ou à Touissit, ce qui donne des horizons pour l'emploi d'un certain nombre de jeunes. Mais c'est insuffisant. Concernant l'exploitation du charbon, les ressources sont insuffisantes. La preuve en est que le Maroc en importe de grandes quantités pour les besoins de fonctionnement des stations d'électricité. À Jrada, justement, une station d'électricité verra bientôt le jour, avec une capacité de production de 350 mégawatts et qui va employer 500 jeunes, en majorité de la région. Ils seront recrutés selon des critères qui seront fixés en coordination entre les autorités locales et la société exploitatrice. À présent, pour l'avenir, Sa Majesté le Roi, vous savez, a lancé un projet intégré pour la province de Jrada, un projet doté d'une enveloppe budgétaire de 35 milliards de centimes, comportant des projets d'infrastructures de base, d'autres à caractère social, culturel et autres. En plus de la réhabilitation des villes et communes de Jrada, une bonne infrastructure et un développement palpable au niveau des communes ont un effet d'entraînement sur le développement économique. Je crois que les secteurs de l'énergie, en plus des 3 stations existantes et celle qui sera réalisée avec 500 postes d'emploi, je peux dire que tout cela engendrera un nouvel élan du développement car la station n'est pas isolée. Il y a tout un écosystème autour, tel la sous-traitance avec le transport, avec d'autres acteurs du développement économique. L'énergie sera au centre de cet élan. Ce n'est pas un projet à effet sur 1 ou 2 années comme impact positif. Cet impact s'étalera sur des décennies. Une station électrique est construite pour servir pour une période de 2, 3, voire 4 décennies, ce qui placera la province de Jrada dans la carte du développement national. Nous nous étions mis d'accord aussi avec Monsieur le gouverneur et avec Monsieur le Wali de la région et le ministère de l'Intérieur, bien avant le dernier événement, pour identifier les opportunités qui existent au niveau du sous-sol de la province. Nous allons essayer autant que possible de préparer des cartes géologiques pour chaque province du royaume, y compris celle de Jrada, pour identifier les potentialités et pouvoir encourager les investisseurs à se rendre dans ces provinces, comme c'est le cas pour Jrada, comme a été le cas pour Rachidia, Zagora ou encore Ouarzazate, Tata et ailleurs,
où d'importants investissements sont lancés dans la prospection du sous-sol. L'accord avec le secteur privé, c'est qu'il donne la priorité en termes d'emploi aux jeunes de la région où se fait l'exploitation. Il doit y avoir également un impact positif de l'exploitation minière sur le développement en termes de contribution à la réalisation de projets en matière d'infrastructures de base, de santé, d'écoles, de développement local. Cette orientation existait, mais elle sera davantage renforcée aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer la publication également de documents montrant le volume des investissements opérés par les sociétés dans les zones d'exploitation de mines. Cette orientation vise à ce que les mines, les minerais, l'énergie soient le tremplin du développement dans la province de Jalada, en plus des interventions des autres départements qui ont sûrement des programmes de développement socio-économique. Mais il faut également veiller à aider nos jeunes à ne pas se risquer dans des mines désaffectées et dangereuses. Nous espérons pouvoir coopérer ensemble pour que Jalada se voie accorder l'importance et la place qu'elle mérite. On passe à présent à l'actualité internationale. En Palestine, la tension est toujours vive suite à la décision du président américain de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. À cela s'ajoute la décision d'un tribunal militaire israélien de condamner à perpétuité un Palestinien inculpé de meurtre de 3 colons israéliens en Cisjordanie. L'esplanade des mosquées est d'ailleurs au cœur de vives tensions qui ont donné lieu à plusieurs manifestations et violences quotidiennes entre Palestiniens et forces d'occupation israélienne. En Syrie, la Ghouta orienta l'évacuation de civils dans la dernière enclave rebelle près de Damas, assiégée depuis 2013 et régulièrement bombardée par le régime. 29 malades ont ainsi pu rejoindre Damas hier soir. Près de 400 000 personnes sont prises au piège dans cette zone touchée par de graves pénuries alimentaires et médicales. L'ONU réclamait depuis des semaines l'évacuation de près de 500 malades. 16 d'entre eux n'ont pas survécu. Dernier fief de la rébellion près de Damas, la Ghouta fait partie des 4 zones de désescalade définies en mai par la Russie, l'Iran et la Turquie. Le Libéria, dans l'attente de son nouveau président au lendemain du second tour de la présidentielle qui a opposé l'ex-star du football George Weah au vice-président Joseph Boaké. Le dépouillement des bulletins de vote a commencé hier soir. Le vainqueur succédera à Ellen Johnson Sirleaf, seule femme élue chef d'État en Afrique et prix Nobel de la paix en 2011. Le bon déroulement du vote a été salué par les observateurs. Le Libéria, pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, a été meurtri par 14 ans d'une guerre civile particulièrement atroce, quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003. Et puis on va en Russie, à Saint-Pétersbourg. Une explosion a fait au moins 4 blessés dans un supermarché. Elle a été provoquée par un engin explosif artisanal. C'est ce qu'a indiqué le comité d'enquête russe. L'engin explosif artisanal d'une puissance équivalente à 200 grammes de TNT a fonctionné, a déclaré le porte-parole, cité par les agences russes, précisant que toutes les hypothèses étaient étudiées, mais que l'enquête restait ouverte pour tentative d'homicide. Les plérosaures, ce sont des reptiles volants qui n'étaient pas des dinosaures, mais qui les côtoyaient, livrent peu à peu leurs secrets aux paléontologues. La découverte de centaines d'eux a été faite en Chine, dans la région d'Ouïghour, du Xinjiang, appelée Turkestan oriental, au nord-ouest de la Chine. Ces reptiles volants sont apparus il y a moins de 230 millions d'années. Les plérosaures étudiés sont des fossiles datant de 120 millions d'années. Ils font partie des animaux emblématiques de l'âge des terribles lézards, comme le prouve le film Jurassic Park. Retour chez nous, elle est devenue le rendez-vous incontournable des artisans marocains. Il s'agit de la semaine de l'artisanat. Elle s'est tenue à Rabat et en marge de cette 4e édition, se sont tenues les assises nationales sur l'habillement traditionnel, l'occasion notamment de saluer les efforts déployés par les maîtres artisans et les créateurs dans l'amélioration de la qualité de cet habillement patrimoine immatériel. L'habillement traditionnel est une composante cruciale de l'identité marocaine et contribue énormément
contributivement au développement socio-économique, a indiqué la secrétaire d'État chargée de l'artisanat et de l'économie sociale, Jamila El Mousseli. Lieu incontournable de Marrakech, véritable théâtre en plein air, la place fascine et charme les visiteurs. La plage Jemaa El Fna, un lieu mythique proclamé par l'UNESCO, patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Et en commémoration du 16e anniversaire de cette proclamation, le conseil communal de Marrakech a co-organisé avec Barid El Maghrib la cérémonie d'émission d'un timbre-poste commémoratif de l'événement. Amina Allam, Souad Nachd. C'est le cœur palpitant de la cité Ocre, à l'entrée de la Médina, un véritable théâtre en plein air s'offre à nos sens. Plage Jemaa El Fna émerveille, fascine par sa vitalité, son cosmopolitisme. Tout au long de la journée et jusque tard dans la nuit, conteurs, poètes, charmeurs de serpents, musiciens et danseurs font rayonner la place et divertissent le public. Cette plaque commémorative immortalise une date phare, la proclamation de la place au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. C'était en 2001. Barid El Maghrib célèbre cet anniversaire par l'émission spéciale de ce timbre-poste. Elle vient enrichir une série de collections philatéliques qui a été émise par Barid El Maghrib sur plusieurs sites marocains, soit ceux inscrits déjà sur la liste de l'UNESCO ou d'autres qui sont considérés comme un patrimoine national. Je cite par exemple Volubilis, Fès, Rabat, Tétouan et d'autres places et portes et monuments architecturaux et places qui sont aujourd'hui commémorés sur des timbres-postes. La philatélie marocaine est riche. Elle a su célébrer les hauts lieux du patrimoine culturel, historique et civilisationnel du royaume. Une belle et riche collection qui fait également le bonheur des philatélistes d'ici et d'ailleurs. La célébration de cet événement a donné à apprécier au grand public une exposition où l'histoire, l'art, la créativité s'entremêlent avec bonheur. Voilà, c'est la fin de l'édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'information sur Loula, 20h30. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Abdou.